Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Le document suivant est un document extrêmement important. Il s'agit de la démission du prince Louis Rwagasore de l'administration. Lettre de démission du centre administratif du pays adressée par Louis Rwagasore Mwami Mwambutsa. Gitega, le 6 octobre 1957. Sujet: démission à l'administration. Et il s'adresse à son père. Cher père, enfin rien ne doit vous étonner si, après tant de réflexions, j'ai pris une décision de ne plus participer à l'administration du pays. Ceci, bien sûr, ne veut pas dire que je démissionne définitivement de servir le pays, au contraire. Je choisis simplement un autre moyen de le servir et personnellement, je crois que je ne me suis pas trompé. J'espère que le gouvernement ne m'en voudra pas. Mon contrat avec le conseil administratif du pays, CAP, est terminé. Et si j'ai encore une dette de voiture à la CDP, je la payerai périodiquement comme nous nous en sommes convenus. C'est donc à vous de le dire au gouverneur en essayant de lui donner des motifs. Quant à moi, ce sont des motifs personnels que je ne sais pas expliquer maintenant, mais que rien non plus ne peut changer. Ces motifs se sont accumulés ces derniers temps jusqu'au moment de ma décision définitive. Ce que je compte faire, c'est d'abord de continuer à travailler pour les deux coopératives dont je suis malgré moi un peu le créateur. Puis, il y a plusieurs choses qu'il y a moyen de faire pour le pays et surtout pour l'intérêt des Barundi. Laissez-moi faire et d'ici quelque temps, c'est vous seul qui jugerez votre fils et qui me direz si vous êtes content ou si je vous ai déçu. Car il ne faut pas oublier que ces coopératives sont d'une grande importance. La preuve, c'est que tout le monde commence à ouvrir les yeux. Donc, il ne faut pas penser que je vais être un vagabond, loin de là. Au contraire, je vais travailler beaucoup. Donc, à partir de mardi, je me considère comme ne faisant plus partie de l'administration. De toute façon, j'attendrai votre réponse et surtout, il faudra en avertir le plus vite possible le gouverneur et le résident. Il ne faudra pas négliger l'affaire, c'est sérieux. J'ai pris ma décision et il n'y a plus lieu de la changer. En attendant votre réponse, que j'espère favorable, veuillez croire toujours en votre fils fidèle et dévoué. Louis Rwagasore, Gitega, le 6 octobre 1957. Cette lettre est véritablement très importante pour la suite de la carrière politique du prince Louis Rwagasore. Pourquoi a-t-il pris cette décision de démissionner? Dans la lettre, il invoque qu'il va travailler pour les coopératives. En fait, depuis quelque temps, il était pratiquement en guerre contre l'administration, ou plutôt c'est plutôt l'administration qui était en guerre contre lui, à cause principalement des coopératives, mais aussi à cause de son engagement qu'il a montré lors de la présentation de la note sur la Constitution.
Le gouverneur général, le vice-gouverneur général du Congo belge et du Rwanda-Urundi, Jean-Paul Haroua, avait déjà constaté qu'il aurait fort à faire avec Rwagasore. Dans le CAP, le travail de rédiger des rapports lui devenait pesant. Il voulait être plus actif à côté de son peuple, dans les coopératives et dans le mouvement de l'indépendance qu'il allait très vite, très rapidement créer. Malgré sa démission en 1957, le prince Louis Rwagasore va revenir dans l'administration, cette fois-ci l'administration du territoire, comme chef du Buyenzi Sud, en territoire de Ngozi. Discours du prince Louis Rwagasore lors de son investiture comme chef du Buyenzi Sud, territoire de Ngozi. Rango, le 21 février 1959. Avant tout, j'adresse mes remerciements à Monsieur le Résident, représentant de l'autorité tutélaire, à l'occasion de mon investiture, et par lui, à tous ceux dont l'action civilisatrice a été des plus efficaces, et dont la tâche et le souci journalier ont été de mener ce pays vers sa destinée. Ma pensée va tout de suite à feu Muganwanduumwe, dont l'âme repose en paix. Il fut le soldat, le seigneur d'une grande histoire et d'une contrée bourdonnante de vie au Burundi. Il a vécu à un moment historique qui fut le plus délicat, pendant lequel l'essentiel a été fait, grâce aussi à l'intelligence, à la sagesse, à la docilité et à la patience de ce peuple qui, par sa bonne volonté, a facilité l'évolution lente mais sûre de ce pays. Le résultat est patent. D'énormes progrès ont été réalisés en l'espace d'une vie humaine. Sans doute nous n'avons pas de résultats particulièrement spectaculaires, mais il suffit d'entrer sous le feuillage des bananiers couvrant les paisibles collines pour constater que quelque chose de réel et de profond a été accompli, pour s'apercevoir que des yeux d'hommes jusqu'alors plongés dans les ténèbres se sont ouverts à la lueur d'horizons nouveaux, aux possibilités de travail, à la discipline personnelle, vainquant ainsi l'ignorance et un pénible laisser-aller. Tout va vite aujourd'hui. Tel un fleuve entraîné par son courant, la nation Murundi veut continuer sans s'arrêter sur la route dans laquelle elle est engagée. Nous devons nous en réjouir, car ces hommes et ces femmes qui paraissent dormir sur le flanc de nos collines ont compris que la marche d'un pays est longue et fatigante et ne peut permettre aux meilleurs d'entre eux de perdre courage. Et pourtant, avec Feu Nduwumwe, c'est une page qui se tourne, c'est une histoire qui finit, c'est une autre qui commence. Dans ce pays où l'agriculteur et l'éleveur se disputent des terres qui deviennent de plus en plus étroites, il faudrait promouvoir les collectivités rurales, créer un esprit de communauté paysanne, de coopération. Comme le dit si bien Doza, bien entendu, un tel genre de vie comporte des inconvénients d'ordre intellectuel et moral. Horizon étroit comme celui qui borne la vue, c'est à l'éducateur de le corriger, en ouvrant autour du clocher les perspectives plus vastes de la nation, de la patrie, avec toutes les grandes idées qu'elle évoque. Ensuite, ne pas oublier cette classe moyenne, montante, inévitable, jeune, saine et laborieuse, sans laquelle notre société est corps sans squelette, car c'est d'elle que sortira l'élite de demain. Une élite qui aura grand avenir au prix de l'effort quotidien,
de la discipline individuelle et de l'intelligence créatrice. Il y a aussi des problèmes primordiaux comme celui vital de l'économie, où il faudrait promouvoir la condition de l'individu, le bien-être de la commune et du pays tout entier. Cela devrait être dès maintenant l'un de nos premiers soucis, car l'indépendance éventuelle d'un pays n'est pas une existence en soi, mais elle dépend en grande partie de sa situation économique. Au fil de cette même idée, que ne reste-t-il à faire dans le simple domaine commercial? C'est Van Cauwember qui écrivait « Les carences dans la pratique commerciale et les méthodes de production de l'indigène, l'insuffisance de son éducation fondamentale constituent une véritable menace pour la stabilité de son emploi. Elles sont à l'origine de cette incertitude du lendemain que connaissent actuellement de nombreux commerçants et artisans. Cette situation est donc grave. Une politique d'éducation constituée par M. Van Cauwember et le développement d'autres moyens d'aider les artisans indigènes sont de nature à consolider, bien plus qu'à mettre à l'épreuve, l'équilibre de notre société. Ne faudrait-il pas aussi initier l'autochtone à l'industrialisation de son pays, à la valorisation des produits animaux, autant que le produit de la pêche, autant que la production agricole et minière, c'est-à-dire favoriser des hommes capables, par leur effort, leur travail et leur intelligence, de créer, au lieu de multiplier des pépinières de ces autres certes utiles pour le fonctionnement des cadres nécessaires à la bonne marche d'une société, mais dont le poids est léger, dans la balance des valeurs capables d'élever un peuple. C'est pourquoi, cher Père, en me confiant une des chèvreries de votre pays, vous m'avez honoré, et j'espère que je mènerai la tâche à bien. Car je suis convaincu que ce n'est pas en tant que votre fils que vous m'avez choisi. Que vous importent les Baganois, des Batutsi ou des Bahutu. Ce qui vous préoccupe, c'est ce qui intéresse la nation. Ce sont des chefs, c'est-à-dire des chefs capables de vous représenter dignement dans les provinces que vous leur confiez, des chefs au service du peuple et de la nation, des chefs qui aiment leur métier, des chefs qui pensent d'abord à leurs devoirs avant leurs droits, des chefs prêts à sauvegarder la justice et le droit des gens des collines, des pauvres et des faibles qui, hélas, constituent encore la majorité de notre population. Des chefs respectant les sous-chefs parce que eux aussi ont reçu de vous une partie de l'autorité et une mission peut-être encore plus ingrate et pourtant utile. Et vous pouvez être assuré que ma place sera parmi vos chevaliers, parmi les piliers de votre pays. À vous de vous rendre compte de leur présence en les encourageant par la confiance. Car mon souci sera d'être un de vos chefs les meilleurs. Non pas que j'attendrai de vous une récompense ou les quelques autres cotations annuelles. Ma seule récompense sera la prospérité, la paix et un peu de bonheur de ceux que vous me confiez aujourd'hui. Et si je devenais indigne ou incapable de la tâche que vous me confiez, n'hésitez point. En tant que fils, peut-être vous m'excuserez, mais en tant que chef, vous n'aurez pas le droit de me pardonner. Car le long chemin qui nous conduit vers notre destinée, la volonté de votre peuple de monter vers les sommets plus dignes, plus humains,
ne peut vous permettre une faiblesse, une imprudence, une négligence. Car vous, sans des hommes décidés, sincères, forts et courageux, vous ne saurez supporter le fardeau, d'autant plus qu'il devient de plus en plus lourd. Enfin, dans l'ensemble de l'évolution de la chefferie sur le plan moral, économique, social, politique et culturel, si les mesures prises, les lois promues sont bonnes, justes et pour l'intérêt de cette population, ma collaboration, ma part d'effort dans l'équipe tutrice ou nationale sera, je le promets, franche et totale, parce que cela est ma profonde conviction. Ces frustres paysans qui nous entourent, qui nous regardent naïvement et confiants, ont plus que quiconque droit d'espérer et de croire. En effet, si nous voulons bâtir l'Urundi de demain, si nous avons quelques prétentions sans doute légales, nous devons dès maintenant préparer des bases sûres et harmonieuses. Quant au reste, nous allons de l'avant, nous ne pouvons reculer, nous n'avons aucun droit de découragement, ni de faiblesse, ni de lâcheté. Ce pays n'est pas pauvre, il n'est pas sans avenir. Nous devons le croire et faire de sorte que ceux qui l'aiment, parce qu'ils l'ont choisi comme deuxième patrie, puissent le croire et croire en leur avenir et en celui du Burundi. Ce discours, sincèrement, se passe de tout commentaire. En tant que chef, il a montré la voie qu'il entreprend. C'est la voie au service du peuple. Et il le dit très clairement. Et il se met véritablement à la disposition de son père, le Mwami, sur le plan des cotations. Et il est prêt même à être puni s'il n'atteint pas les objectifs qui lui seront confiés. Un grand chef est en train de naître. Nous sommes en 1959. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.